Salut à toutes et à tous, c'est Titi-sama. On se retrouve enfin pour finir la série de vidéos sur l'écologie et les relations animales. Vu que la première vidéo remonte à quelques semaines déjà, je vais laisser ce cher Pixel faire un résumé de ce qu'on a déjà dit dans ces vidéos. Pixel, c'est à toi là. Non, je boude. Qu'est-ce qui va pas cette fois? Ce qui va pas, c'est que j'étais pas dans les 2 dernières vidéos. Ah, c'est pour ça que tu fais la gueule? Oui, Mais enfin, Pixel, c'est pas grave si tu es pas dans toutes les vidéos. Et puis comme Animalia est un concept plus court, je préfère ne pas t'intégrer dedans, c'est tout. dis plutôt que tu m'aimes plus. Mais non, dis pas ça. Quand je fais des vidéos, je dois faire des choix, c'est tout. Allez, pour me faire pardonner, aujourd'hui, je vais essayer de te faire participer à un maximum. Ça te ferait plaisir? Oui. Alors c'est parti. Fais-nous un petit résumé des derniers épisodes, s'il te plaît, mon cher Pixel. Dakodak. Alors, dans le premier épisode, nous avons parlé des relations entre des animaux d'une même espèce, c'est-à-dire la compétition intraspécifique, qu'elle soit pour la protection d'un territoire ou la possibilité de se reproduire, du cannibalisme, quand un genre mange un autre genre qui lui ressemble, et enfin la coopération intraspécifique, quand tout le monde se fait des câlins et des bisous. Et dans le deuxième épisode? Dans le deuxième épisode, nous avons commencé à parler des relations entre des animaux d'espèces différentes. Dans cette optique, nous avons abordé 3 thèmes. La compétition interspécifique, donc quand 2 espèces se foutent sur la gueule pour accéder à quelque chose, territoire, nourriture, etc. La prédation, quand un truc vivant mange un autre truc vivant. Et enfin le parasitisme, quand un individu vit aux dépens d'un autre, comme Titi par rapport à sa mère. Ah bah voilà, quand tu commences à te foutre de ma gueule, c'est que ça va mieux. Et va te faire foutre aussi. Oui, je suis content. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Pixel? De 3 relations entre différentes espèces qui seront les dernières de la série. Et comment se nomme-t-elle? Aujourd'hui, on va parler de mutualisme, de commensalisme et d'amensalisme. Eh bien mon cher Pixel, c'est parti. Le mutualisme. Alors, derrière ce mot qui peut sonner un peu barbare aux oreilles des profanes, se cache un concept très simple, celui de la coopération interspécifique. Donc une coopération entre 2 espèces différentes. C'est cela. Alors en général, ce terme peut être mélangé avec celui de symbiose, qui est aussi une coopération entre 2 espèces différentes. Mais en science, en général, quand il y a 2 mots différents, c'est que les notions sont différentes aussi. Pixel, tu leur expliques? Ok patron. Donc mutualisme et symbiose sont 2 mots pour désigner de la coopération entre 2 espèces. Mais dans le cas de la symbiose, la coopération est tellement poussée que l'une des 2 espèces ne peut pas survivre sans cette coopération. La symbiose est un mutualisme devenu obligatoire pour au moins un des 2 partenaires. Avec des exemples, ça sera plus clair. Prenons l'exemple des oiseaux pique-bœuf. Ce petit oiseau africain se nourrit en général en mangeant des parasites remplis de sang qui se plantent dans la peau de bovidés comme les gnous. En échange de quoi le gnou assure une certaine sécurité à l'oiseau et le laisse faire. C'est du mutualisme, car le gnou peut vivre sans l'aide de l'oiseau, et l'oiseau peut aussi se nourrir autrement en buvant directement le sang des plaies des animaux. Dans ce cas-là, l'oiseau devient même un parasite. Les 2 partenaires ne sont pas à 100% dépendants de cet échange. C'est donc bien du mutualisme. En revanche, le lichen est une forme de symbiose. Le lichen est une coopération entre un champignon et une plante pour pouvoir survivre sur des surfaces peu fertiles comme la roche. En effet, le champignon permet de récupérer des sels minéraux sur la roche alors que la plante en est incapable. Et la plante produit du sucre pour elle et le champignon. Si vous essayez de séparer les deux, la plante ne peut survivre sur la roche seule et le champignon sera en manque de nutriments. Cette relation est devenue obligatoire pour les 2 individus. C'est donc bien une symbiose. Pour finir cette partie de la vidéo, on peut classer le mutualisme en 3 types différents. Le mutualisme trophique, c'est-à-dire un échange de nutriments ou de nourriture, comme pour le lichen. Mutualisme de défense, un individu protège un autre en échange d'un service comme le fait de se débarrasser de parasites, c'est l'exemple du pique-bœuf. Et enfin, le mutualisme de dispersion. Un individu se nourrit grâce à un autre, mais disperse son pollen, zoogamie, ou ses graines, zoochorie. C'est l'exemple des abeilles. Le commensalisme. Comment expliquer le commensalisme simplement? Disons que c'est une forme de parasitisme, mais sans effet néfaste pour l'hôte. Tu sais que c'est une aberration scientifique ce que tu viens de dire. Ouais, je sais, mais j'explique ça comme je peux. Disons que dans le commensalisme, un individu tire un avantage d'un autre, mais sans lui causer de tort. Ça va mieux comme ça? Beaucoup mieux. Pour continuer la définition de Titi-sama, le commensalisme se divise en 2 parties différentes. La première est l'inquilisme. Dans ce cas-là, le commensal, celui qui profite de la relation, se sert du corps de son hôte ou alors de son abri comme endroit pour vivre. Il y a un exemple que vous connaissez tous si vous avez déjà mangé moule frite. Vous est-il déjà arrivé de trouver de petits cadavres de crabe dans une moule quand vous en mangiez? Eh bien, ce petit crabe n'est pas arrivé là par hasard. Ce n'est pas la moule qui a essayé de le manger, c'est que le crabe de la moule vit dans la coquille de cette dernière, même si elle est vivante. C'est un cas d'inquilisme. La deuxième forme de commensalisme s'appelle la phorésie. Pour la phorésie, l'hôte sert de moyen de transport au commensal. L'exemple le plus connu est celui du poisson rémora. La nageoire dorsale de ce poisson a évolué en ventouse pour pouvoir s'accrocher aux ventres de requins, voire même de baleines, afin de se laisser transporter par ces derniers.
Et oui, ce poisson a inventé bien des années avant nous le système de Blablacar. Bien joué la poiscaille. L'amensalisme. Alors là, pour ce dernier, on va parler de la relation la plus technique, car il y a une différence entre la définition scientifique et ce que l'on peut vraiment observer et déduire. En effet, scientifiquement, l'amensalisme est une relation dans laquelle une espèce A, l'amensale, va, grâce à des produits chimiques par exemple, tuer ou repousser une espèce B, mais pas dans le but d'en tirer profit. Car ce phénomène est un phénomène un peu passif. Les produits chimiques sont libérés naturellement. C'est donc une relation néfaste pour B, mais sans avantage pour A. Mais si on y réfléchit bien, cette définition est un peu fausse, car même si l'individu A ne fait pas exprès de repousser l'individu B, le fait d'éloigner un concurrent peut devenir un avantage pour l'accès à la nourriture ou au territoire. Donc même si scientifiquement la relation est censée être sans intérêt pour A et négatif pour B, quand on observe les faits, elle est plutôt positive pour A et négative pour B. L'amensalisme est, comme beaucoup de choses, divisé en trois parties. L'antibiose, C'est-à-dire la guerre chimique entre les micro-organismes, c'est le principe des antibiotiques, on utilise une molécule pour détruire une bactérie. la télétoxie, C'est la guerre chimique entre les plantes, par exemple la piloselle, qui ressemble à un pissenlit, utilise des acides pour tuer les autres plantes autour d'elle qui pourraient l'étouffer. et enfin l'allélopathie. Qui consiste en la libération de substances pour communiquer entre plantes de la même espèce mais aussi repousser des prédateurs herbivores. L'acacia est un cas parfait de ce système. Quand un acacia se fait manger par un prédateur comme le koudou, la plante va libérer des substances volatiles qui vont avertir les autres pieds d'acacia de la présence d'un prédateur. Les plantes vont donc produire plus de toxines afin de repousser ou même de tuer les futurs prédateurs. C'est un système qui a fait des ravages chez certains groupes d'herbivores en Afrique. Et voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses le long de toute cette série de vidéos sur l'écologie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.